en fait, se poser la question, est-ce qu'une IA est capable de proposer globalement ce que je propose, alors plus ou moins, pour gratuit, enfin pour rien. C'est la question à se poser parce qu'évidemment, il y aura toujours des gens, ChatGPT pour le moment, ou alors Midjourney ou n'importe quelle IA, ça reste globalement assez underground hein, pour le moment. Le grand public en a entendu vaguement parler à la télé, mais il s'en sert pas forcément. Mais d'ici quelques mois, à mon avis, ça va être de plus en plus fréquent avec des Amazon, des Apple, ils sont tous en train de développer leurs trucs. Ça va bientôt rentrer dans notre vie. Donc à ce moment-là, voilà, les gens ont encore quelques mois de rab, ils vont pouvoir en profiter un peu. Mais quand ce sera vraiment devenu mainstream et qu'on l'utilisera comme on l'utilise Siri ou comme on utilise n'importe quelle chose qui avant nous paraissait complètement incroyable et qu'on pourra l'avoir en un clic, bah ouais, il faudra réfléchir à deux fois quoi. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Midco. Je suis Lucas, le cofondateur de Midco. Avec Luc, nous avons développé une application qui permet de découvrir des entrepreneurs autour de soi, que ce soit en mode one-to-one ou en mode événement. Et maintenant, place à la vidéo avec notre invité du jour. Bonjour Jordan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut Lucas, bah ouais, avec plaisir, merci pour l'invitation. Donc, je suis Jordan, je suis freelance depuis 2017, le temps passe vite. Principalement sur ComUp, en tout cas à mes débuts, puisque ça va être un des sujets de cette vidéo. Et puis ensuite, j'ai basculé au niveau agence et avec des clients en externe. Donc j'ai un petit peu cette double casquette. Niveau études, j'ai fait des études en commerce et en marketing, donc rien de bien original, avec un master en Australie. C'est peut-être ce qui m'a donné aussi cette envie pour la vente et le marketing assez à l'anglo-saxonne, qui est assez différent du marketing français. Et puis ensuite, j'ai fait 2 ans en cabinet de recrutement de 2017 à 2019. J'en ai eu un petit peu marre et j'ai décidé de prendre mon envol en devenant en freelance à 100%. Ok. Du coup, donc t'en as eu un peu marre en fait. T'as toujours eu envie d'entreprendre ou c'est vraiment venu un peu comme ça sur le coup et t'as testé et tu t'es dit bon pourquoi pas? J'ai toujours aimé, on va dire, le côté un peu créatif dans l'entrepreneuriat. Donc, regarder un peu les startups, ce qui se crée, on va dire tout cet écosystème-là. Après, de là à dire que j'ai voulu moi-même passer, mettre la main à la pâte dans l'entrepreneuriat au début, pas vraiment. C'est vraiment devenu, ben, en fait, donc j'étais en CDI, pardon, en CDI pendant 12 ans, comme je l'ai dit, et puis j'avais vraiment l'impression de faire les mêmes journées en boucle. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans, de ne pas avoir vraiment de liberté, au final d'avoir une vie, mais je suis pas vraiment maître de ma vie, puisque du lundi au vendredi, je fais les mêmes journées en boucle, c'est la répétition tout au long de la semaine et tout au long des mois. Et j'ai cherché un petit peu un échappatoire au salariat. Et le freelancing est un peu apparu comme un petit peu une évidence, notamment travailler seul de mon côté, trouver mes clients, m'organiser comme je veux, travailler d'où je le souhaite. Parce qu'il y a aussi ce côté un peu digital nomade. Donc c'est vrai que tout ça réuni ont fait que le freelancing apparaissait vraiment comme une évidence pour moi. Et puis, ouais, c'est vraiment arrivé au fil de l'eau, on va dire. J'ai un peu cherché, un peu comme tout le monde, comment gagner de l'argent sur Internet au début. C'était l'âge d'or du dropshipping en 2017. Moi, j'étais pas forcément très attiré par ça, mais je me suis dit, il y aura peut-être des gens du coup qui vont être intéressés par des gens qui peuvent écrire, en tout cas, des fiches produits pour leur boutique e-commerce. Et au fur et à mesure, j'ai découvert le copywriting grâce à ça. Je me suis lancé dans la rédaction de fiches produits pour commencer. Et puis, de fil en aiguille, je me suis fait une petite réputation, notamment sur 5euros.com. Et ça m'a donné de plus en plus le goût d'entreprendre. Parce qu'au début, c'était un petit peu je teste, et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis finalement, au bout de quelques mois, les résultats étaient plutôt encourageants. Donc j'ai creusé dans cette direction, et puis nous voilà aujourd'hui. Ok, donc c'est bien, t'as fait un peu le parallèle avec mes prochaines questions. Parce que justement, donc toi, tu étais sur 5 euros, donc maintenant, qui s'est renommé ComeUp. Et de mémoire, tu as fait combien de missions sur ComeUp? Un peu plus de 3000. Donc ouais, ça commence à faire. D'accord. Et du coup, bah voilà, moi j'aimerais que, enfin voilà, comment ça marche ComeUp? Enfin voilà, moi je veux m'inscrire sur ComeUp, je suis freelance débutant, je veux m'inscrire, enfin par quoi je commence? Quelles sont les règles de base à avoir sur cette plateforme?
je pense déjà qu'il faut bien regarder par rapport à tes compétences, ce que tu as envie de proposer et de faire un petit peu une sorte d'analyse de marché de ce qui est déjà proposé sur le site. Euh, Notamment parce il y a des secteurs qui sont vraiment très concurrentiels et très bouchés, notamment la rédaction, tout ce qui va être le montage, le graphisme. C'est vraiment des niches où il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. L'un ne va pas sans l'autre. Je dirais que, alors il y a deux axes. Soit tu commences directement à faire du généraliste, mais tu es en concurrence directe avec 95% de tous les freelancers qui sont présents. Soit tu commences en te nichant. Alors ça peut être soit, par exemple pour la rédaction, c'est ce que je connais le plus, donc c'est les exemples qui me parlent le plus. Mais par exemple faire des articles uniquement sur la crypto, uniquement sur la médecine, uniquement sur voilà, des niches bien précises. Alors certes, il y aura beaucoup moins de demandes. Par contre, dès qu'un quelqu'un voudra un rédacteur spécialisé dans la finance ou dans la santé, il se tournera directement vers toi. Donc je pense que ça peut être un bon moyen de commencer. Notamment en plus quand on est spécialisé, les prix sont plus élevés. Je pense qu'on abordera aussi ce sujet un petit peu plus tard des prix, mais c'est vrai que ça permet au moins de commencer et pas de se brader. Ce qui est une erreur assez fréquente pour les gens qui se lancent sur ComeUp. Ils regardent un petit peu le prix moyen de ce qui est proposé et généralement ils essayent soit de se mettre encore plus bas, ce qui fait tirer vers le bas le marché, soit vraiment se mettre à la moyenne et au final travailler pour pas grand chose parce que passer 2 heures pour rédiger un article et au final gagner 4 euros, bon, c'est pas à ce qu'on l'a là, autant rester dans le salariat quoi. Voilà, globalement. Ok. Donc, enfin là, en plus, t'as mis le doigt sur un truc, et c'est ce qu'on entend souvent. Ouais, les plateformes de freelance, ça tire les prix vers le bas, etc. Et donc là, t'en as parlé. Et donc, parce que c'est vrai, enfin, c'est une réalité aussi, c'est que justement, il y a beaucoup de discours de freelance qui disent que ils ont arrêté ces plateformes-là parce que les prix étaient tirés vers le bas. Donc toi, du coup, ton conseil, ça serait de te nicher donc, dans un domaine, dans une spécialité, donc, par exemple rédaction d'articles orienté crypto-monnaie, et du coup d'avoir des prix plus hauts que le marché. Peut-être au tout début, peut-être pas plus haut, mais au moins sur la moyenne. Parce que c'est vrai que le plus dur, en fait, c'est d'avoir les premiers avis. D'avoir les premiers avis, parce que sans ces fameux premiers avis, l'algorithme te met au placard. Du coup, personne tombe sur tes services. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, le conseil vraiment que je donnerais pour commencer sur ces plateformes, c'est de ne pas attendre que les clients viennent d'eux-mêmes vers vous. C'est au moins de chercher les premiers clients, faire de la prospection, une prospection assez classique au final, hein, sauf qu'au lieu de les amener, de faire une transaction en direct, on passe par la plateforme. Souvent aussi, le côté, parce qu'il y a beaucoup de freelancers vont se dire, ouais, du coup, pourquoi je passerais par une plateforme si je peux le passer directement le client? C'est une question qui est légitime. On peut retourner ça en disant aussi pour les clients, ça peut être aussi un avantage, un peu plus de sécurité parce que si vous commencez, il n'y a peut-être pas beaucoup de confiance. Comment ça va se passer si je ne suis pas satisfait du travail? Au moins là, on peut embrayer sur, écoutez, vous êtes sur la plateforme, tout est encadré, donc au final, il n'y a aucun risque et vous pouvez passer commande sans aucun problème. Et je pense que c'est vraiment un argument à mettre en avant pour attirer déjà ses premiers clients, parce que c'est vrai que la question va forcément venir, oui, mais pourquoi on passerait sur la plateforme alors qu'on est en direct à discuter ensemble? Donc ça peut être vraiment un point à mettre en avant. Et puis voilà, je pense. Ok. Donc quand tu dis prospecter sur la plateforme, du coup ça se passe comment? Un freelance peut envoyer des messages aux entreprises directement sur la plateforme. Alors non, c'est là où ça se complique un petit peu. Donc il faut vraiment faire de la prospection assez classique au final, hein, soit par email, soit par les réseaux sociaux, mais en tout cas se faire connaître et attirer des clients vers soi pour ensuite les rediriger vers la plateforme. Parce que c'est vrai on peut pas contacter, ou enfin on peut contacter les autres vendeurs, mais ça représente une part minime des clients. Et en plus ça peut être considéré comme du spam, donc c'est pas le truc le plus smart à faire. Voilà, il faut chercher d'abord ses premiers clients. Moi, je pense que ouais, les 5 premiers avis sont les plus importants. Parce qu'au moins, ça donne à manger à l'algorithme et il peut vous mettre un petit peu en avant. Alors que si vous restez à zéro vente, forcément, plus le temps va passer, plus votre service va tomber en bas, voilà, votre visibilité va être quasiment à zéro. Et c'est pour ça aussi que plein de gens se plaignent et disent ouais non mais en fait j'y arrive pas, j'abandonne parce qu'au final ça fait 3 mois que je suis sur la plateforme, j'ai aucun client qui est venu vers moi
et ça sert à rien, c'est du temps perdu. Ouais. Donc en fait, quand tu commences de zéro, c'est comme tout, il faut avoir des avis clients. Donc en fait, il faut prospecter, ramener les clients sur la plateforme, leur dire justement les arguments pour leur dire de passer par la plateforme, c'est que c'est plus sécurisé. Et derrière, effectuer la mission, récolter les avis clients qu'on va pouvoir mettre sur la plateforme, et ensuite la plateforme va pouvoir nous mettre en avant. En avant. Et puis en plus, ça permet aussi de faire de la preuve sociale, de le mettre dans la description, les différents avis, enfin bon, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vrai. La première mission, je le dis souvent, hein, d'ailleurs sur Twitter, je le répète, je me tue à le répéter, mais il faut vendre. C'est vraiment la première mission. C'est pas créer des offres, voilà, des vignettes incroyables, des descriptions incroyables. Non, il faut chercher des clients, on cherche des clients, on teste aussi différentes offres, prendre des feedbacks de ces clients-là. Parce que évidemment, au tout début, ce ne sera pas parfait, donc il y aura des choses à améliorer. Mais les clients sont vraiment les personnes les mieux placées pour te dire finalement, moi j'aurais bien aimé ci, j'aurais bien préféré ça. Est-ce que vous proposez ce type de prestation? Voilà, et c'est grâce à ces feedbacks que l'offre va pouvoir se créer, que les différents services vont pouvoir être mis en ligne, etc. Ok. Ouais, donc c'est vraiment. Ouais, donc en fait, c'est un peu ouais, du classique, sauf qu'au lieu de le faire, on le fait via la plateforme. Pour après, en fait, on va se servir de la plateforme, faut la voir comme du long terme, en fait. Faut pas la voir vraiment court-termiste. C'est ça, clairement, parce qu'après, bon, pour te dire, moi sur ComeUp, j'ai jamais fait de prospection. Bon, moi, je suis arrivé à l'âge d'or en 2017 où il n'y avait pas encore grand monde. Donc, c'était beaucoup plus simple pour ranker sur les différents services, mais j'ai jamais fait la moindre prospection. Alors que là, je vous dis de prospecter. Donc, c'est que les temps ont changé. Maintenant, arriver sur la plateforme et dire, bon, ben, j'attends, et puis il y a des clients qui vont arriver. Alors, oui, ça peut se passer, hein, mais vous pouvez aussi attendre 6 mois et ne rien avoir. Donc, faut vraiment prospecter. Faut être proactif, quoi. C'est comme tout. Je veux dire, c'est pas miraculeux comme plateforme. Non, 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 non. Il y a beaucoup trop, enfin, je vois beaucoup trop même des formations, des vidéos TikTok où, en gros, c'est l'Eldorado. Vous allez pouvoir gagner 1 000 € par mois sans rien faire, avec zéro compétence. Et non, enfin, ça se saurait hein, si c'était comme ça. Ou alors, pour 1000 tentatives, il y en a deux, effectivement, qui vont réussir à faire ça, mais ça marche pas. Donc, non, il faut vraiment chercher ses premiers clients, commencer à se bâtir une petite communauté, un petit réseau sur la plateforme. Et après, là, par contre, vous serez mis en avant. Donc, il n'y aura plus forcément besoin de prospecter. Parce que, évidemment, le but de ces plateformes, en tant que freelance, c'est en gros, c'est mettre le pied à l'étrier. C'est tu commences, ça va t'apporter tes premiers clients, ça va te donner aussi de la confiance parce que tu vas te dire, ah ouais, en fait, je suis capable de vendre des prestations et je suis capable de faire des prestations qui plaisent. Donc ça, pour la confiance, c'est top. Et ensuite, ça te permet aussi de partir, de prendre ton envol, un petit peu comme moi, de travailler après, chercher des clients en externe, et puis tout en laissant, en sous-marin, la plateforme qui tourne et qui t'amène des prestations tous les mois. Donc je pense que c'est vraiment la chose à faire, Ouais, donc en fait, faut pas se reposer dessus, c'est un complément pour avoir des clients. clairement. Ou en tout cas, au début, il faut vraiment travailler à fond dessus pour vraiment se créer une audience. Et après, quand on devient un freelance un peu plus confirmé, là, entre guillemets, c'est un petit peu le bonus. Alors, ça peut être un bonus à plusieurs milliers d'euros par mois, hein, mais ça reste quand même un bonus où ça tombe automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin de chercher des clients. Ouais, donc c'est un actif qui va mettre un peu de temps à construire, mais une fois que tu l'as, il est solide et tu pourras compter sur lui. Ouais, clairement, clairement. Ok. Et du coup, donc là, on a parlé un petit peu de tarifs. Du coup, toi, comment tu as fixé tes premiers tarifs sur la plateforme? Est-ce que tu es arrivé, donc tu nous as dit que tu t'es mis à peu près au prix du marché. Et après, est-ce que tu as, parce que c'est là où la question des gens qui disent ça tire les prix vers le bas, est-ce que tu as réussi après à réaugmenter tes tarifs? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi j'ai commencé assez, on va dire assez bas parce que c'était à peu près 5 € la fiche produit. Donc si tu enlèves la commission, tu es à 4 euros. Et encore si tu enlèves les taxes, c'est encore plus bas. Donc autant te dire que ça fait pas rêver, qu'il faut en faire de la fiche produit si tu as envie de dégager un SMIC. Donc c'est pas forcément la chose à faire. Après c'est vrai que voilà, je parle de mon histoire et c'est vrai que la plateforme n'est plus du tout la même aujourd'hui. Donc ce que je vais dire maintenant, ça fonctionnera plus vraiment. Ça fonctionnera de nos jours, ça fonctionnera pas forcément. Mais c'est vrai que j'ai vraiment misé sur la quantité au début. Donc avoir très peu, enfin beaucoup beaucoup d'avis, enchaîner de la fiche produit. Et comme ça, je me suis dit, je vais monter un maximum. Et une fois que j'atteins par exemple 50-60 avis, que je suis premier sur la catégorie, bon là je mets des vrais prix.
Par exemple, pour te dire maintenant, et encore, je suis pas encore non plus, enfin, je suis pas des prix non plus exorbitants, hein, mais sur la plateforme, je pense que je suis la personne qui vend les fiches produits les plus chères. Je suis à 20 euros la fiche produit de 100, 150 mots, ce qui est vraiment pas cher, hein. Il y a des freelances qui vont s'arracher les cheveux en entendant ça. Mais c'est vrai que là, vu que maintenant c'est du complément, en fait, c'est plus vraiment là où je fais le gros de mon chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que quand il y a des clients, des commandes qui tombent, c'est super, mais après, c'est pas vraiment ça qui va me rapporter le gros de mon chiffre d'affaires. Donc, par contre, si tu veux travailler à 100% sur la plateforme, et c'est possible, hein, je connais plein de gens qui sont uniquement sur la plateforme et qui font 5, 6, 7K par mois, donc c'est tout à fait possible de le faire. Et là, évidemment, qu'il faut augmenter les prix. Le point commun, je pense, entre tous les vendeurs dont je parle, c'est qu'ils sont les plus chers sur leur thématique. Ils ont ce côté autorité parce qu'ils sont les mieux placés sur l'algorithme. Ils ont plein d'avis clients, donc au final, ils peuvent un peu tirer les prix comme ils veulent. Ils sont pas en frontal avec toute la masse de tous les vendeurs. S'ils ont envie de passer, enfin de faire x5, x10 ou par rapport au prix moyen, ils peuvent le faire parce qu'ils ont leur expérience qui parle pour eux. Ce qui évidemment, on en revient toujours au même, c'est qu'il faut avoir des avis. Parce que commencer comme ça et arriver en frontal et dire avec zéro avis, oui, bon, bah, je vends 10 fois plus cher que le marché, ça, ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est comme tout, faut se bâtir une autorité, une crédibilité. C'est ça. Et c'est ça, en fait, où les gens vont se dire, ouais, non, mais en fait, que les plateformes, au final, c'est pas rentable parce que ça tue le marché et tu vas te retrouver. En plus, avec les plateformes, c'est qu'au final, il y a ce côté international. Donc, tu vas avoir des gens qui viennent de partout dans le monde et évidemment, le coût de la vie n'est pas le même de partout dans le monde. Donc, tu as des gens qui peuvent se permettre de vendre une fiche produit à 3 euros et pour eux, c'est très bien de la vendre à 3 euros. Alors que pour des Français, avec le coût de la vie, avec les taxes, etc., bah, tu gagnes rien. Donc c'est pas. Donc il y a aussi ce côté, bon, c'est la mondialisation, hein, mais où au final on est vraiment dans un environnement très international et il faut prendre ça aussi en compte. Donc il faut vraiment, comme je l'ai dit, le moyen le plus simple, je pense, pour éviter tout ça, c'est de se spécialiser. Euh, j'en parlais hier, notamment avec des amis. L'IA je pense, a redistribué pas mal de cartes pour les plateformes de microservices. Il n'y a qu'à voir, je pense, les gros vendeurs, par exemple, sur Comop, là, ça commence un peu à plafonner. Et il y a pas mal de clients enfin de vendeurs, pardon, qui gagnaient énormément et qui commencent un peu à stagner. euh, Parce que beaucoup de gens vont se dire, au final, pourquoi je me casserais la tête à payer quelqu'un même 20 euros pour écrire un article, ce qui est pas cher, hein, mais ce serait les prix moyens sur Comop, alors qu'au final, en 5 minutes, je demande à ChatGPT de me faire un article. Alors oui, il faudra que je repasse un peu derrière, je rajoute du SEO, etc. Mais au final, en 5-10 minutes, j'ai mon article qui est fait. Et il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et le seul moyen d'échapper à ça, c'est de se spécialiser, montrer qu'on a vraiment une expertise dans un domaine bien particulier et cette expertise, l'IA, ou alors en tout cas au 2 mars 2023, l'IA n'est pas capable de le faire. Donc c'est vraiment ce côté-là. Parce que c'est vrai que des gens qui font des fiches produits vraiment à la chaîne, où il y a très peu de valeur ajoutée, au final, il n'y a aucun intérêt de passer par eux. Parce que ChatGPT le fera aussi bien, voire mieux. Donc ça a redistribué pardon, enfin, pas mal les cartes. Et il y a beaucoup de services, je pense, qui sont voués à l'échec, qui ont fonctionné jusqu'à présent. Mais tout ce qui est, même des logos, tu regardes maintenant des logos, tu vas sur Midjourney, en 3 minutes, il te fait des super logos. Alors évidemment, des graphistes auront toujours cette expertise, cette créativité que Midjourney n'aura pas, mais Midjourney, en tout cas, est gratuit, ou sans si on passe pas par une option payante. Donc, qu'est-ce qui justifie de lâcher 500 euros? En fait, c'est ça. Et évidemment que si je veux vraiment un travail, un accompagnement, je vais aller voir un graphiste. Ou alors, si je veux quelqu'un qui me fait un super montage vidéo, je vais voir un monteur vidéo. Je ne vais pas confier ça à une IA. Mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait forcément beaucoup de trésorerie, la question, elle se pose actuellement. Surtout que c'est de plus en plus compliqué actuellement, niveau économie. Donc, tu réfléchis à deux fois avant de passer commande. Et c'est vrai que l'IA, ouais, va modifier pas mal de choses. Ouais. Ouais, en fait, l'IA va, entre guillemets, tuer tous les freelances qui sont pas nichés et qui ont peu de valeur ajoutée. C'est ça, c'est ça.
parce que, ouais, comme je te l'ai dit, ouais, au final, oui, évidemment, ce sera souvent mieux fait par un freelance, mais est-ce que le prix est justifié des fois? Oui, tu te dis, bon, avec 3-4 prompts GPT, quelques retouches, tu peux arriver à un résultat assez similaire. Donc, le principe, c'est que sur Comop, il y a aussi beaucoup de vendeurs qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences et qui se lancent. Alors, c'est très bien parce que moi aussi, quand je me suis lancé, je n'avais pas beaucoup de compétences. Mais le principe, c'est qu'ils se reposent un peu sur leur laurier et au final, ils se disent ouais, bon, bah, ça vend, je vais pas me casser la tête à améliorer le processus alors que ça vend. Et au final, c'est aussi ça parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui viennent, enfin de clients qui viennent vers moi et qui me disent mais en fait, je vais pas sur Comop ou sur d'autres plateformes. Je parle de Comop parce que c'est la plateforme sur laquelle j'ai l'habitude de travailler, mais parce que la qualité moyenne est globalement quand même assez faible. Euh, Après, c'est comme tout, hein. Il y a d'excellents vendeurs, et j'en connais, qui sont dessus, et c'est vraiment des cracks dans leur thématique. Mais c'est comme tout. C'est rare, ou en tout cas, ouais, la masse. En fait, c'est tellement plus simple. Je prends des exemples de personnes qui vont proposer de la traduction, alors qu'ils vont aller sur DeepL, ils vont copier-coller le texte, et véridique, hein, il y en a qui le font, hein, et qui le font et qui ils le recrachent comme ça, tel quel. Et le principe, c'est que ça passe parce que beaucoup de gens, au final, ne vérifient même pas le travail rendu. Et au final, ils ont plein d'avis, alors que le résultat est. Parce que voilà, des clients vont se dire, ouais, en fait, il a 100 avis positifs, donc c'est forcément bien. Ouais, faut quand même nuancer des fois. Ouais, ok. Ouais, donc en gros, là, de 2023, quelqu'un qui veut se lancer, il se niche, euh, il se niche en fait, et il propose ses services, on va dire, au prix du marché. C'est ça. En fait, se poser la question, est-ce qu'une IA est capable de proposer globalement ce que je propose, alors plus ou moins, pour gratuit, enfin pour rien. C'est la question à se poser parce qu'évidemment, il y aura toujours des gens, ChatGPT pour le moment, ou alors Midjourney ou n'importe quelle IA, ça reste globalement assez underground, hein, pour le moment. Le grand public en a entendu vaguement parler à la télé, mais il s'en sert pas forcément. Mais d'ici quelques mois, à mon avis, ça va être de plus en plus fréquent avec des Amazon, des Apple, ils sont tous en train de développer leurs trucs. Ça va bientôt rentrer dans notre vie. Donc à ce moment-là, voilà, les gens ont encore quelques mois de rab, ils vont pouvoir en profiter un peu. Mais quand ce sera vraiment devenu mainstream et qu'on l'utilisera comme on utilise Siri ou comme on utilise n'importe quelle chose qui avant nous paraissait complètement incroyable et qu'on pourra l'avoir en un clic, bah ouais, il faudra réfléchir à deux fois quoi. Ouais, donc oui, bah ouais, l'IA, ça. Mais je pense, enfin, c'est vrai que l'IA, c'est un gros sujet, on pourrait en parler. Enfin, ça pourrait faire l'objet d'un épisode à part, tellement c'est assez vaste. Petite pause comme ça entre deux questions. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ça nous soutient et surtout, ça mange pas de pain, c'est gratuit. N'hésite pas à aller voir en description l'application Mitko qui te permet de découvrir des entrepreneurs autour de toi. Sur ce, on reprend avec l'interview. Et du coup, moi, par rapport aux plateformes, donc là, tu parles de ComeUp depuis tout à l'heure parce que c'est ta plateforme de prédiction. Donc déjà, ComeUp, anciennement 5 euros, déjà, ils ont fait un rebranding parce que justement, 5 euros, c'était un peu péjoratif, enfin, c'était un peu bas de gamme. Du coup, ils ont voulu glow up, entre guillemets. Ouais, ouais. Je suis le premier satisfait, hein. Ah bon, voilà, pour effacer un peu cette image de braderie, quoi. Mais, et je voulais, du coup, tu nous as dit que les plateformes, toi, tu étais que sur ComeUp. Est-ce que c'était par choix d'être que sur une plateforme ou parce que être sur différentes plateformes, donc par exemple, t'as Mal, t'as Kamat, t'as Fiverr, t'en as d'autres, est-ce que c'est pertinent pour un freelance d'être présent sur 5 plateformes ou vaut mieux être présent sur une, mais être vraiment actif dessus? C'est comme tout, je pense, en fait. C'est mieux de se concentrer à 100% sur une plateforme, tout donner, et une fois qu'on commence à avoir des résultats, ben, pourquoi pas aller ailleurs, plutôt que se disperser, aller un peu sur Fiverr, un peu sur Upwork, un petit peu sur Malte. Et au final, ben, être pas bien référencé parce que, ben, au final, on se disperse. Donc, je sais pas. C'est vrai que moi, j'ai commencé, enfin, j'étais en parallèle aussi un peu sur Fiverr. Mais c'est vrai que entre les taux de change, entre les commissions, parce que le gros avantage quand même de Comop, c'est la commission à 1 euro.
il n'y a pas beaucoup de plateformes qui te proposent une commission à 1 euro. Normalement, c'est du 20% sur ta facture. Donc, ça fait quand même une grosse différence. Et c'est notamment pour ça que beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de francophones, se tournent j'allais dire vers Fiverr, mais non, du coup vers Comop, parce que cette commission est imbattable. Et que c'est un peu la marque de fabrique aussi à l'époque 5 euros et qui a poursuivi avec Comop. Donc après, j'ai pas assez d'expérience sur les autres plateformes pour te dire est-ce qu'il faut absolument y être. Je continue à dire que Comop pour moi c'est le plus simple pour démarrer. Après, si tu veux après persévérer, évidemment que c'est bien d'être présent sur d'autres plateformes. Mais ouais, Comeup, c'est, je pense, la meilleure porte d'entrée dans l'univers du freelancing. Ok. Et donc là, toi, si c'était à refaire, tu referais en gros seulement sur ComeUp, quoi. Ouais, je répéterai un petit peu ce que je t'ai dit, spécifique. Hein. Du coup, non, parce que maintenant, je me spécialiserai dans une niche bien particulière. Et puis, ouais, et puis après, tu bourrines. Hein. Il y a rien de magique. Hein. Donc, les efforts payent. Et puis après, ben voilà. Et du coup, donc là, le principe des plateformes, grosso modo, c'est t'es un freelance, t'as une fiche, t'as des avis, tu mets tes prestations en description. Comment, parce qu'après tu dis que les entreprises te contactent, mais comment tu fais pour être attirant auprès de ces entreprises? Est-ce qu'il y a une règle pour être attirant? Est-ce que ça va jouer sur la description du service? Enfin, comment ça se joue? Il y a le fond et la forme. Hein. La vignette est ultra importante parce que c'est la première chose que les gens vont voir avant de cliquer sur le service. Donc, l'image de service doit être claire, assez épurée, assez peu de texte, mais qui explique directement ce que va avoir la personne en cliquant. Donc, c'est vraiment la base. Et puis ensuite, une fois que la personne a cliqué, faire une belle description bien mise en page. Alors moi, j'étais plutôt de l'équipe de faire des longs pavés de description. C'est le côté copywriter, parce que ça, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais bon, je suis copywriter depuis 6 ans, donc voilà. C'est aussi un petit peu mon faire-valoir de montrer ce que je suis capable de faire. Donc d'un côté, je suis un peu obligé de faire d'écrire dans mes descriptions, mais ça, c'est uniquement valable pour de la rédaction et du copywriting. Honnêtement, pour le reste, faites un truc ultra simple. Pourquoi votre service va enlever une épine du pied de votre client, quelle problématique vous allez résoudre pour lui, comment vous allez l'aider et comment ça va améliorer son business. Et puis globalement, les 3 offres. Alors, je dis 3 offres parce que c'est ce que je recommande. Vraiment une offre de base, donc vraiment premier prix, une offre avancée avec un peu plus cher, vraiment milieu de gamme, et vraiment une offre ensuite avec accompagnement, etc., beaucoup plus premium. Comme ça, les gens ont le choix. Je dis 3 offres parce que après ça devient un bordel sans nom. Il y a des offres de partout, on sait pas laquelle choisir. Il y a des options de partout. Enfin, ça devient un carnage. Donc quelque chose de simple, efficace, 3 offres, on choisit et puis voilà. En fait, il ne faut pas que le client quand il arrive, il se dise ah ouais mais en fait il y a 15 options. Ouais mais après il y a 10 packs. Non, il faut un truc simple. On lui laisse pas le choix, enfin très peu de choix en tout cas. Et puis voilà. Donc ça passe à ça. Donc ouais, le fond et la forme, hein, on réinvente pas la roue, mais c'est ce qui fonctionne. Et puis ensuite, oui, forcément, après, plus tu as des avis positifs, plus ça joue pour toi. Mais pour avoir ces premiers avis positifs, il faut déjà être irréprochable pour les points que je viens que je viens de citer. Euh, Parce que voilà, il est pas rare, je suis sur le Discord de Comeup, et tous les jours, il y a des gens qui viennent, j'arrive pas à faire des ventes, ça fait 2 mois que je suis là, je fais 0 vente. Et en fait, quand on va sur leur profil, je suis désolé pour vous, mais la description est dégueulasse, les vignettes sont dégueulasses, il y a des fautes des fautes d'orthographe de partout. Des fois, il y a des rédacteurs qui ont des fautes dès la vignette. Enfin, à un moment, faut pas trop prendre ses clients pour des cons. À un moment, voilà. C'est comme un prof de français qui fait des fautes d'orthographe dans sa présentation, ça passe mal, quoi. Ça passe moyennement. Niveau crédibilité, ouais, tu descends un peu. Donc voilà, c'est toujours pareil. Hein. C'est vraiment des fondamentaux, mais le principe c'est que les gens ne font pas les fondamentaux. Donc ouais, c'est à chaque fois que j'aide des gens, au final c'est des conseils vraiment bateaux que je donne. Hein. Je révolutionne rien. Hein. Mais par contre, si tu fais ce que je te dis, tu auras des résultats. C'est C'est vrai que on entend souvent, enfin, c'est pareil, enfin, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres domaines, on entend souvent les mêmes conseils. Et on se dit, ouais, putain, les gars, et ça fait 10 fois que j'entends ça. Mais le problème, c'est que
c'est que ouais, c'est sûrement ça qui marche, quoi, mais il faut vraiment le faire, quoi. Alors peut-être qu'il y a des techniques de growth hacking, des techniques obscures, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, moi, je suis très terre à terre. Donc, je fais un truc bête et méchant, et puis voilà. Après, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il faut quand même reprendre la base. Si le fond et la forme n'y sont pas, bah, il y aura pas de vente. Ou alors si, par coup de chance, tu vas tomber sur un vendeur, enfin, quelqu'un qui aura pas lu et qui va passer commande. Mais si tu veux vraiment faire du chiffre d'affaires, ça va être compliqué. Ouais, ouais, je vois. Et, euh, et du coup, là, donc là, on parlait un peu plus de la partie je suis freelance sur une plateforme. Mais maintenant, on va passer de l'autre côté. Une entreprise qui cherche un freelance sur une plateforme, comment ça se passe pour elle? Comment elle doit aborder un freelance? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Enfin, comment toi, tu as été abordé aussi par les entreprises? Enfin, comment ça se passe? Commencer par bonjour, c'est pas mal. Non, je dis ça parce qu'il y en a plein qui arrivent, fleur au fusil, et qui même pas un bonjour ou un copier-coller. Pour commencer une relation, bon, c'est pas le top. Donc, mis à part ça, en fait, je pense que les entreprises doivent vraiment regarder les profils des gens avec lesquels elles veulent collaborer. Est-ce que du coup, est-ce que ces gens sont spécialisés dans un domaine bien particulier? Est-ce que c'est des prestations assez généralistes? Parce que ça va évidemment impliquer beaucoup de choses, notamment le prix, mais également aussi le niveau d'expertise. Si on veut par exemple quelqu'un qui fait des logos, est-ce qu'il vaut mieux prendre un graphiste généraliste mais qui fait absolument tout? Ou est-ce qu'il vaut mieux aller sur un mec ou une demoiselle qui a un seul service qui propose des logos? Je pense que c'est mieux de se rediriger vers la personne qui propose les logos. Euh, et ensuite, bah, regardez, il y a des stats sur les profils des vendeurs. Ces stats, malheureusement, pas grand monde. Alors, déjà, pas grand monde comprend à quoi elles servent vraiment. En gros, il y a trois. Alors, je parle sur ComeUp, hein, mais il y a trois stats. Donc, il y a le temps de réponse moyen. Bon, voilà, hein, comme son nom l'indique, c'est le temps de réponse. Si la personne a genre 8, 10 heures ou des fois 24 heures, après, bon, si t'es patient, il n'y a pas de souci, hein. Mais si t'attends 24 heures à chaque fois pour avoir une réponse, c'est peut-être pas top. Il y a aussi un point qui est ultra important, c'est le taux de complétion. En gros, le taux de complétion, c'est sur 100 commandes qui ont été passées, combien sont allées au bout. Donc si la personne a 80%, ça veut dire que sur 100 commandes, il y en a 20 qui ne sont pas allées au bout. Donc là, il faut se poser des questions. Est-ce que ça peut très bien venir du client qui annule la commande en plein milieu et que voilà. Mais ça peut aussi être de l'autre côté, le client qui n'est pas satisfait, mais le vendeur il se dit ouais bon je vais annuler la commande comme ça je me prends pas un avis négatif. Donc il y a ça. Donc bien regarder ces stats parce que ça peut indiquer ça peut ouais, indiquer qu'il y a peut-être anguille sous roche. Et ensuite il y a le taux d'acceptation. Ça honnêtement c'est pas très important. En gros c'est combien sur les commandes passées combien sont acceptées. Ça c'est pas vraiment important parce que des fois des clients vont passer commande mais soit ils ont mal lu le service soit au final ils vont se rendre compte que c'est pas forcément adapté à leurs besoins. Bon voilà, donc ça c'est pas vraiment une stat très importante. Par contre, le taux de complétion c'est ultra important. C'est vraiment quelque chose à regarder parce qu'il y a des petits malins qui se servent de ça justement, qui annulent. Donc au final, ils ont un profil tout propre avec zéro avis négatif, mais si on creuse bien, bah, il y a plein de commandes qui sont annulées qui vont pas au bout. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à regarder. Et puis ensuite, ouais, ensuite, bah, demander aux freelances bah, des exemples de ce qu'ils produisent. Ça me semble évident. Euh, et puis oui, discuter un peu du projet aussi, parce que c'est vrai que passer commande sans expliquer vraiment le projet, bah, d'une part, c'est pas ouf, parce qu'on ne sait pas si le freelance déjà si le projet est fait pour lui, bah, du coup, après, on se retrouve un peu dans une impasse parce que, enfin, soit on annule, soit on commence, mais parce que beaucoup de freelances aussi vont se dire, ouais, maintenant que j'ai ma commande, je vais pas l'annuler, quoi. Même s'ils le sentent pas bien. Voilà. Si c'est vraiment des projets particuliers, envoyez un petit message au freelance, vous expliquez votre projet, vous lui demandez si ça le chauffe ou pas. Et puis après, ben voilà, vous commencez. Mais c'est vrai que c'est vraiment des points à vérifier en amont. Ouais, donc c'est en gros, c'est ne pas se précipiter, bien choisir le freelance en fonction de notre mission et le profil de freelance, regarder son taux de complétion, bon bah ses avis négatifs, tout ça, tout ça.
Et après, bah, avoir une relation, on va dire bonjour aussi, comme tu l'as souligné. Non, mais c'est vrai, je disais ça en rigolant, mais c'est vrai que alors, moins en moins, mais le message où est-ce que tu peux faire ça, même pas de STP, bon, Ouais, c'est en mode j'ai besoin de quelqu'un, j'envoie un copier-coller à 100 personnes et puis voilà quoi. voilà. Bon. Après, heureusement, c'est très rare, mais c'est vrai que c'est pas, c'est niveau professionnalisme, parce qu'on parle souvent des freelances qui doivent être professionnels, mais je pense que ça va aussi quand même dans les deux sens. C'est qu'on fait une collaboration professionnelle, donc il y a un minimum de politesse à avoir. Ouais. Oui, on est quand même des humains avant tout. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, il y a ChatGPT. Là, c'est bien. Re- L'épisode était tellement dense qu'avec Jordan, nous avons décidé de le découper en deux parties. Deuxième partie que tu pourras retrouver sur cette même chaîne à la même heure. Et en attendant, je te laisse avec un petit extrait de ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est ouais, non, mais si j'augmente les prix, tous mes clients vont disparaître. Donc, non, j'ai déjà augmenté mes prix. Mes clients sont tout à fait reconnaissants et voilà, ils savent que je leur apporte. Donc, évidemment, pour les très bons clients, tu peux leur faire les tarifs d'avant et ensuite évoluer par la suite sur les nouveaux prix. Ça évite, après, c'est les gestes commerciaux et c'est bon, enfin, chacun fait comme il le souhaite à ce niveau-là. Mais en fait, tu vas perdre des clients, c'est logique, mais tu vas en gagner d'autres quand tu augmentes le prix. Donc, en fait, il faut juste calculer, est-ce que à quel moment, tu vois, c'est l'élasticité du prix, en fait, à quel moment ça va rompre. Donc, du moment que c'est fait intelligemment, que tu fais un pricing intelligent et que, bah, en fait, tout est une question de valeur. Les gens, si pour eux, la valeur que tu vas leur apporter dans leur tête, tu vois, elle a du sens, le prix, en final, il a aucune importance, honnêtement.